les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet extrêmement sensible. Un sujet qui touche au corps, à la famille, au silence, à la honte, à la transmission et aux blessures profondes que certaines lignées portent encore sans toujours savoir les nommer. Je veux parler de l'inceste, de la consanguinité, des unions entre proches et des souffrances transgénérationnelles qui peuvent être liées à ces histoires. Avant d'aller plus loin, je veux poser une nuance très importante. L'inceste et la consanguinité ne sont pas exactement la même chose. L'inceste renvoie à une relation sexuelle interdite entre proches parents. Et lorsqu'il y a un enfant, une contrainte, une emprise, une différence d'âge, une différence de pouvoir ou une autorité familiale, on parle d'une violence grave. La consanguinité, elle, désigne le fait que deux personnes qui ont un lien de parenté biologique ont des enfants ensemble. Par exemple, dans certaines sociétés, des mariages entre cousins ont existé ou existent encore. Donc, il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment, dans l'histoire humaine, la frontière entre le clan, la famille, la communauté, le mariage, la reproduction et l'interdit s'est construite progressivement. Et comment certaines mémoires peuvent encore laisser des traces dans les corps, dans les familles et dans les générations suivantes. Pendant une grande partie de l'histoire humaine, les êtres humains ont vécu en petits groupes, en clans, en familles élargies, en communautés proches. Le monde était moins ouvert qu'aujourd'hui et on ne rencontrait pas des milliers de personnes. On ne changeait pas facilement de ville, de pays ou de cercle social. Donc, on vivait souvent avec les mêmes familles, les mêmes lignées, les mêmes alliances, les mêmes terres et les mêmes obligations. Et dans certains contextes, les unions se faisaient à l'intérieur du groupe proche. Pas forcément toujours entre parents très proches, mais parfois entre personnes de la même famille élargie, du même clan, du même village, de la même communauté. Pourquoi? Parce que cela permettait de garder les terres, de préserver l'héritage, de maintenir le nom, de renforcer les alliances internes, de garder les biens dans la famille, de contrôler la filiation, de protéger le groupe, de ne pas mélanger certaines lignées, de respecter des règles sociales ou religieuses. Mais, avec le temps, les sociétés humaines ont aussi compris quelque chose de fondamental. Se reproduire entre personnes trop proches peut avoir des conséquences. Aujourd'hui, on sait que la consanguinité augmente le risque de maladies génétiques récessives parce que deux personnes apparentées ont plus de chances de porter les mêmes variantes génétiques rares. Les études médicales montrent notamment une association plus forte entre consanguinité et certains troubles autosomiques récessifs. Mais bien avant que la science moderne explique cela avec les mots de la génétique, les sociétés ont observé, elles ont vu, elles ont remarqué que les enfants étaient plus fragiles, qu'il y avait des malformations, des maladies qui revenaient souvent dans certaines familles, des décès précoces, donc des souffrances répétées. Et petit à petit, dans beaucoup de sociétés, des règles sont alors apparues, des interdits, des tabous, des limites, des lois, des règles de mariage, des règles de parenté. Des règles disant, ok, pas avec la mère, pas avec le père, pas avec la sœur, pas avec le frère, pas avec l'enfant, pas avec certains degrés de parenté. L'interdit de l'inceste est considéré par les anthropologues comme presque universel, même si les limites exactes varient selon les cultures. Certaines sociétés interdisent seulement les parents très proches, d'autres élargissent l'interdit à des cousins, des clans ou des lignées entières. Et cela est très important, parce que l'interdit de l'inceste n'est pas seulement une règle morale, c'est aussi une règle de protection. Protection du corps, protection de l'enfant, protection de la filiation, protection du groupe, protection contre la confusion des places, protection contre l'abus de pouvoir, protection contre la fermeture du clan sur lui-même.
Dans beaucoup de traditions, l'un des grands mouvements de l'humanité a été de passer du mariage dans le même groupe au fait d'aller chercher des alliances à l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle l'exogamie, aller au-delà du clan, au-delà de la famille proche, au-delà du cercle immédiat, créer des liens avec une autre famille, un autre groupe, une autre lignée, une autre communauté. L'exogamie n'a pas seulement une fonction biologique, elle a aussi une fonction sociale. Elle oblige les groupes à se rencontrer, à échanger, à créer des alliances, à sortir de la fermeture familiale, à transformer l'étranger en parent par le mariage. Certains anthropologues ont même expliqué l'interdit de l'inceste comme un mécanisme qui pousse les humains à construire des alliances au-delà du groupe de naissance. Autrement dit, l'interdit ne dit pas seulement tu ne peux pas aller vers ceux qui sont trop proches, il dit aussi mais va vers l'extérieur, va créer du lien ailleurs, ouvre le clan. Ne garde pas tout fermé dans la famille. Et symboliquement, c'est très puissant. Parce que lorsqu'une famille reste trop fermée sur elle-même, il peut y avoir des risques, pas seulement biologiques, mais aussi émotionnels, psychologiques et relationnels. Des secrets qui tournent en boucle, des loyautés enfermantes, des abus qui restent cachés, des rôles qui sont confus, des enfants qui deviennent les confidents des adultes, des filles qui portent les blessures des mères et des fils qui remplacent symboliquement les pères, des corps qui ne sont plus respectés, des places qui ne sont plus claires. Et c'est là que la blessure transgénérationnelle peut être immense. Quand il y a eu inceste dans une lignée, il peut y avoir une mémoire de confusion des places. L'enfant n'est plus protégé comme enfant. Le parent n'est plus à sa place de parent. Le frère, l'oncle, le cousin, le grand-père ou une autre personne de la famille peut franchir une limite qui n'aurait jamais dû être franchie. Et quand cette limite est franchie, quelque chose se casse dans l'ordre intérieur. La famille, qui devait être un lieu de sécurité, devient un lieu de danger. Le corps qui devrait appartenir à la personne devient un lieu d'intrusion. Le silence qui devrait protéger l'intimité devient parfois une prison. Et cette confusion peut se transmettre. Même quand les descendants ne connaissent pas toute l'histoire, ils peuvent porter une sensation de malaise, une méfiance envers la famille, une difficulté à savoir dire non, une difficulté à sentir leurs propres limites, une peur du corps, une honte sans origine claire, une impression que l'intimité est dangereuse, une hypervigilance, une difficulté à faire confiance, une peur de la proximité, ou au contraire une difficulté à reconnaître les relations intrusives, parce que dans la lignée, les limites ont été brouillées, ont été effacées. Il peut y aussi avoir une mémoire de honte. L'inceste est souvent entouré de silence. Pas parce qu'il n'a pas existé, mais parce qu'il est insupportable à nommer. Dans beaucoup de familles, on préfère dire « on ne parle pas de ça, c'est du passé, tu inventes, tu exagères, tu vas détruire la famille, pense à l'honneur, pense aux anciens, pense à la réputation ». Mais quand une famille protège le silence beaucoup plus que la victime, la honte change de camp. La honte qui devrait appartenir à celui qui a transgressé est souvent portée par celle ou celui qui a subi. Et cette honte peut descendre dans les générations. Elle peut devenir une sensation intérieure. Quelque chose est sale. Quelque chose ne doit pas être dit. Je dois cacher une partie de mon histoire. Je ne suis pas en sécurité dans ma propre famille. Mon corps est associé à la peur et ma parole devient dangereuse. Et parfois, les descendants portent cette honte sans savoir exactement pourquoi. Ils sentent un poids, un tabou, une tension, une lourdeur autour de la sexualité, du corps, de la famille ou de la parole, comme si quelque chose disait « ne va pas regarder là ». Ne pose pas de questions, ne réveille pas les morts. Mais ce qui n'est pas dit ne disparaît pas toujours. Parfois, ce qui n'est pas dit se transmet autrement, par des symptômes,
des peurs, des colères, des choix amoureux, des blocages, des répétitions, des silences, des relations où les limites sont encore franchies. Il peut aussi y avoir une mémoire de secret familial. Dans les familles touchées par l'inceste ou par des unions consanguines vécues dans la honte, il y a souvent des zones floues, des histoires qu'on raconte à moitié, des filiations cachées, des paternités non dites, des enfants dont on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, des mariages imposés pour couvrir une grossesse, des femmes réduites au silence, des enfants déplacés, des oncles qui sont peut-être des pères, des grands-mères qui ont porté des blessures sans mots, des phrases comme « il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir ». Mais l'inconscient familial sait souvent qu'il y a quelque chose, même si personne ne parle. Les enfants ressentent, ils perçoivent les tensions, les regards, les interdits, les ruptures, les exclusions, les douleurs jamais expliquées. Et parfois, un descendant devient celui ou celle qui ressent tout, celui ou celle qui veut comprendre, celui ou celle qui pose les questions, celui ou celle qui refuse que le silence continue. Ce n'est pas toujours confortable parce que celui qui parle dérange souvent le système familial. Mais parfois, c'est par cette parole que commence la libération. Il peut aussi y avoir une mémoire du corps blessé. Quand une lignée a connu l'inceste, la consanguinité douloureuse, des enfants nés avec des fragilités, des malformations, des maladies ou des décès précoces, le corps peut devenir un lieu de peur. On peut porter une peur de transmettre, une peur d'avoir des enfants, une peur que le corps soit défectueux, une peur de la maladie, une peur de la grossesse, une peur de la sexualité, une peur du sang familial, une peur de la répétition. Dans les familles où il y a eu des enfants malades ou différents à cause de facteurs génétiques, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Souffrance des parents, souffrance des enfants, souffrance des mères qui se sont senties coupables, souffrance des pères qui n'ont pas compris, souffrance des frères et sœurs, souffrance des familles qui ont caché, souffrance des enfants qu'on a parfois considérés comme une honte, une punition ou un malheur. Aujourd'hui, on peut parler de génétique, de conseil médical, de prévention, d'accompagnement. Mais autrefois, beaucoup de familles n'avaient pas ces mots. Elles avaient la peur, la honte, les croyances, les accusations, les secrets, et tout cela peut laisser des traces. Il peut y aussi avoir une mémoire de culpabilité. Dans les histoires d'inceste, la culpabilité est souvent déplacée. La victime peut se sentir coupable, coupable d'avoir parlé, coupable de ne pas avoir parlé, coupable d'avoir figé, coupable de ne pas s'être défendu, coupable d'avoir détruit l'image de la famille, coupable d'avoir ressenti du dégoût, coupable d'avoir aimé quelqu'un qui l'a blessé, coupable de ne plus pouvoir faire confiance. Mais dans les violences incestueuses, la responsabilité appartient toujours à celui qui transgresse, surtout quand il y a emprise, minorité, autorité, contrainte ou abus de pouvoir. Et pourtant, dans les lignées, cette culpabilité peut se transmettre. On peut devenir adulte avec une tendance à se sentir responsable de ce qui ne nous appartient pas, responsable de la famille, responsable du silence des autres, responsable de ne pas faire de vagues, responsable de protéger l'image du clan, responsable de porter la douleur sans parler. Et guérir parfois, c'est rendre la responsabilité à la bonne personne. C'est dire, ce n'était pas à l'enfant de porter ça. Ce n'était pas à la victime d'avoir honte. Ce n'était pas à la génération suivante de continuer à se taire. Il peut aussi avoir une mémoire de fermeture du clan. Quand une famille ou une communauté fonctionne trop fermée sur elle-même, les enfants peuvent apprendre que l'extérieur est dangereux, que seuls les nôtres comptent, que la famille a toujours raison, que parler à l'extérieur est une trahison, que demander de l'aide est une honte, que les problèmes doivent rester à l'intérieur. Mais quand tout reste à l'intérieur, les abus peuvent aussi rester
à l'intérieur. Les violences peuvent être minimisées, les secrets peuvent se transmettre, les victimes peuvent être isolées, les enfants peuvent ne pas avoir de témoins extérieurs et c'est pour cela que l'ouverture est importante. Aller au-delà du clan, ce n'est pas seulement se marier à l'extérieur, c'est aussi penser à l'extérieur, demander de l'aide, créer des alliances de sécurité, trouver des espaces de parole, sortir de la loyauté aveugle, comprendre que protéger la famille ne veut pas dire protéger les violences. Comprendre que l'honneur d'une famille ne se mesure pas à sa capacité à cacher, mais à sa capacité à réparer. Toutes ces mémoires peuvent provoquer beaucoup d'émotions. De la peur de la proximité, la peur du corps, la peur de la famille, la peur de transmettre, la peur de répéter, la peur de savoir, la peur de parler, de la colère, une colère immense contre ceux qui ont franchi les limites, contre ceux qui savaient et n'ont rien dit, contre les familles qui ont protégé l'image plutôt que l'enfant, contre les systèmes qui ont confondu silence et respect, de la honte, honte de l'histoire familiale, honte du corps, honte du désir, honte de la sexualité, honte d'avoir été touché par une mémoire que l'on n'a pas choisie. De la tristesse. Une tristesse pour les enfants qui n'ont pas été protégés. Une tristesse pour les femmes qui n'ont pas été crues. Tristesse pour les hommes et les femmes qui ont grandi dans la confusion. Tristesse pour les enfants nés avec des souffrances que personne ne savait expliquer. Tristesse pour les générations qui ont dû survivre sans mots. De la confusion parce que on peut aimer sa famille et reconnaître qu'elle a porté des choses graves. On peut respecter ses ancêtres et refuser certains héritages. On peut vouloir appartenir à son clan et pourtant avoir besoin de s'en libérer. On peut vouloir comprendre sans excuser. On peut vouloir guérir sans haïr. Et cette nuance est très importante parce que regarder une blessure transgénérationnelle ne veut pas dire accuser toute une famille. Cela veut dire remettre de l'ordre. Là où il y a eu confusion, remettre de la vérité. Là où il y a eu silence, remettre des limites. Là où il y a eu intrusion, remettre de la dignité. Là où il y a eu honte, alors comment commence-t-on à se libérer? La première étape, c'est de nommer. Nommer l'inceste quand il y a eu inceste. Nommer la consanguinité quand il y a eu consanguinité. Nommer les abus quand il y a eu abus. Nommer les silences, nommer les secrets, nommer les confusions, nommer les souffrances, parce qu'une blessure qui n'a pas de nom continue souvent d'agir dans l'ombre. La deuxième étape, c'est de remettre les places à leur place. Un enfant est un enfant. Un parent est un parent. Un frère est un frère. Une sœur est une sœur. Un oncle est un oncle. Une limite est une limite. Un nom est un nom. Un corps appartient à la personne qui l'habite. Et personne, même au nom de la famille, de la tradition, de l'amour, de l'autorité ou du secret, n'a le droit de franchir certaines limites. La troisième étape, c'est de sortir de la loyauté au silence. On peut aimer sa famille sans protéger ses secrets destructeurs. On peut respecter ses racines sans accepter que la vérité soit enterrée. On peut être loyal à la vie plutôt qu'au silence. La quatrième étape, c'est de se faire accompagner si nécessaire, parce que ces sujets sont profonds. Ils touchent au trauma, au corps, à la sécurité, à la mémoire, à l'intime. Et parfois, on ne peut pas traverser cela seul. Il peut être nécessaire de parler à un thérapeute, un professionnel formé au trauma, une association spécialisée, un médecin ou une personne de confiance. Demander de l'aide n'est pas trahir la famille, c'est protéger la vie. Et parfois, une phrase peut aider. Tu peux dire intérieurement « Je reconnais les souffrances de ma lignée, je reconnais les silences, je reconnais les limites qui ont été franchies, je reconnais les enfants qui n'ont pas été protégés, je reconnais les corps qui ont porté la honte, mais je ne suis pas obligée ou obligée de continuer ce silence. Je rends la honte à ceux qui ont transgressé.
Je rends la responsabilité à ceux qui devaient protéger. Je reprends mon corps, je reprends ma parole, je reprends ma place et je choisis de transmettre autre chose. Je choisis la clarté, je choisis la protection et je choisis des liens sains. Je choisis l'amour sans confusion, sans emprise et sans silence. Il ne faut pas oublier que l'humanité a mis du temps à organiser clairement les liens de parenté, les interdits, les alliances, les limites du clan et les règles de reproduction. Mais il faut aussi se rappeler que l'interdit de l'inceste est devenu l'un des grands repères de protection des sociétés humaines, parce qu'une famille ne peut pas être un lieu de sécurité si les places sont confondues, parce qu'un enfant ne peut pas grandir librement si son corps n'est pas protégé, parce qu'une lignée ne peut pas guérir si elle préfère le silence à la vérité, et parce qu'une communauté ne peut pas vraiment protéger la vie si elle protège d'abord les apparences. Alors oui, il peut y avoir des souffrances transgénérationnelles profondes liées à l'inceste, à la consanguinité, aux unions imposées dans le clan, aux secrets de filiation, aux enfants malades, aux corps blessés et aux paroles étouffées. Mais ce qui a été transmis peut être regardé, ce qui a été caché peut être nommé, ce qui a été répété peut être interrompu. Et ce qui a blessé une lignée peut devenir un jour le point de départ d'une nouvelle transmission. Une transmission où les enfants sont protégés, où les corps sont respectés, où les liens sont clairs, où la parole est possible, où la famille n'est plus un lieu de secret mais un lieu de sécurité. Et peut-être que guérir cette mémoire, c'est simplement commencer par dire « je vois ce qui a été tu, je respecte la vérité et à partir de moi, le silence ne sera plus la loi ». Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de trouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous méritez d'être heureux et épanoui dans tous les domaines de la vie. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.